ABK Matin, l'interview. Bonjour Paul Mayel et merci d'être dans ce studio de ABK Radio. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Bonjour Fifi, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Le plaisir est le mien d'être dans ce... C'est la première fois que je viens d'ailleurs depuis qu'on est installé ici. Oui. Donc c'est un immense bonheur d'être là. Le bonheur, il est partagé, rassurez-vous. Nous avons envie, avant d'aborder les questions politiques, de faire un retour dans votre enfance, votre adolescence peut-être, pour parler de cette époque où vous avez reçu une dérogation spéciale venant du ministre pour être candidat à la coopérative. Et ce qui nous suggère de parler de cela, c'est justement cette jeune fille qui a réussi l'exploit, cette jeune fille du collège Saint-Benoît, du côté de Yaoundé, qui a réussi l'exploit de déplacer le président de la Fédération camerounaise de football lors de sa campagne électorale dans son établissement, et elle a été élue présidente de la coopérative. Cela vous a rappelé quoi? Ben écoutez, ça m'a rappelé effectivement l'époque où moi j'étais candidat à la coopérative du lycée d'Aquanord, qui est tout à côté ici. Oui. J'étais élève en classe de première quand j'ai brigué le premier mandat. Et à la fin de ce mandat-là, parce que les coopératives avaient beaucoup de problèmes, les présidents de coopératives généralement qui étaient en classe terminale s'enfuyaient avec l'argent de la coopérative, n'organisaient pas les activités post et périscolaires. Et donc il y avait une autre circulaire du ministre qui interdisait désormais que les candidats... que les élèves de terminale postulent à la candidature à la coopérative. Et moi, l'année d'après, j'ai eu le probatoire, dont je suis allé en terminale. Oui. Et le proviseur de l'époque, qui s'appelait Monsieur Lombat Samba Richard, a écrit au ministre pour lui dire, écoutez, moi j'ai un élève dans mon lycée qui a été candidat en première, qui a fait une très 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 belle année de coopérative. Il a fait des choses qu'on n'avait pas encore vues dans ce lycée, donc je souhaiterais que lui, même en terminale, puisse se présenter. Je me porte garant pour lui. Et effectivement, il y a eu une délégation, une autre circulaire du ministre qui disait que moi, j'étais le seul élève de terminale qui pouvait être candidat à la coopérative. Et au-delà de cela, généralement, les candidats, en fait, les présidents, c'est pour un mandat d'un an? Non renouvelable. Oui, le président de la coopérative, c'est juste un an. C'est un an de mandat et l'année d'après, il y a une autre élection. Tout à fait. Parlons de questions politiques à présent. Il était important de revenir sur cette histoire. Cela dit, si vous le permettez, je peux juste prendre 2 secondes pour parler de cette élection à laquelle Samuel Eto'o est venu apporter son soutien à la candidature. Je crois que j'ai fait une publication là-dessus qui a été très très mal comprise, notamment par les fans et les supporters du président de la Fédération camerounaise de football. Non, je ne condamne pas Samuel Eto'o. Au contraire, je trouve que c'est louable que quelqu'un avec un agenda aussi chargé ait trouvé le temps d'honorer un engagement comme celui-là dans un établissement scolaire. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'il serait souhaitable que les responsables d'établissement permettent que les enfants qui compétissent pour la coopérative puissent le faire à armes égales. Si vous amenez Samuel Eto'o, il y a 150% de chances que vous gagnez. Tout à fait. Et tout le monde n'a pas la possibilité, même en partant du principe que cet enfant a rencontré Samuel Eto'o de manière fortuite et l'a invité, tout le monde n'a pas la possibilité de rencontrer Samuel Eto'o. Donc, je ne parlais pas spécifiquement de ce cas-là. On a eu un exemple où le ministre de la Santé était allé soutenir sa fille qui était présidente de la coopérative. Elle avait gagné. On a eu un cas où le directeur du cabinet civil adjoint était également allé soutenir un candidat qui avait gagné. Je trouve que c'est pas équitable, que c'est pas égalitaire. Donc, il faudrait qu'on empêche. On a vu des cas où Ismaïla et aller soutenir un candidat à la coopérative qui a gagné. On a vu qu'on pour aller soutenir un candidat à la coopérative qui a gagné, il faudrait qu'on évite que des éléments externes qui sont susceptibles de donner un avantage décisif à un candidat puissent rentrer dans la compétition. C'est d'ailleurs pourquoi même en politique, dans les pays normaux, les dépenses de campagne sont plafonnées. On vous dit vous ne pouvez pas dépenser au plus. Tout à fait. Donc il faudrait que les gens puissent se battre à armes égales. Et donc c'était ça l'objet de mon propos, de dire que non, il faut qu'on ramène ça à des proportions, parce que sinon les enfants qui ont plus de moyens, plus d'entre-gens et un autre relationnel vont forcément toujours gagner sur ceux qui n'ont pas les mêmes moyens. Et forcément gagner peut être forcément
forcément ceux qui présenteront le meilleur programme. Pas ceux qui présenteront le meilleur programme et gagneront simplement sur la base de ces artifices-là. Je voudrais juste rappeler à tout le monde que l'uniforme dans ce pays a été instauré pour bannir les inégalités, pour que tous les élèves soient au même niveau. C'est la raison pour laquelle vous avez l'uniforme. Vous avez, on demande à toutes les filles de se traiter de la même manière. Et même dans certains établissements, on exige un type de chaussures précis pour que les inégalités ne se ressentent pas. Merci, il était important de revenir là-dessus et de faire cette mise au point que vous venez de faire, Paul Mayel. L'univers politique est marqué par les préparatifs autour de la prochaine élection présidentielle qui se déroule en 2025. Et entre le candidat du parti au pouvoir que certains militants appellent déjà de leur vœu à se présenter, l'opposition qui affûte ses armes pour que 2025 voit arriver à la tête du Cameroun un troisième président de la République non issu du système, il faut relever que de multiples coalitions se sont formées. Nous avons l'Alliance politique pour le changement APC, supervisée par l'honorable Jean-Michel Nitieux, l'Alliance pour la transition politique ATP, conduite par l'opposant Olivier Billet, qui revendique l'adhésion d'une quinzaine de partis politiques et membres de la société civile, le PCRN de Cabral Libi, soutenu par les décisions de justice, qui ne s'est pas encore formellement prononcé, celui de Robert Kona, qui apporte son soutien au RDPC, le SDF qui semble ne pas être concerné par une quelconque coalition et Maître Akeremouna, déjà investi par le parti Univers de Kumvondo. Je vais m'arrêter là. Diriez-vous que cette opposition sur laquelle certains citoyens camerounais comptent pour impulser le changement est sur la bonne voie? Oui, je pense que ce que moi je retiens dans tout ce que vous venez de dire, c'est la dynamique de coalition. C'est-à-dire qu'au moins, il y a un élément qui est commun à tous les bords, c'est qu'il faut se mettre ensemble. Il y a peut-être des divergences d'un point de vue opérationnel et stratégique, mais au moins, moi, je me satisfais déjà que tout le monde soit dans la logique de dire il faut qu'on se mette ensemble. Maintenant, entre le dire et se mettre véritablement ensemble, à l'issue d'une vraie réflexion stratégique, il y a un pas à franchir que j'espère que tous les leaders réussiront à franchir. J'espère que ces différents pôles de coalition vont finalement trouver un point de convergence, un carrefour où ils vont tous se retrouver et pouvoir faire chemin commun pour affronter le système et le régime RDPC qui est en place. Vous avez été un acteur clé aux côtés de Maître Akeremouna lors de la dernière élection présidentielle de 2018. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des différences qui sautent, qui devraient être relevées lorsque vous voyez la manière dont les choses sont menées pour l'élection de 2025 et la manière dont les choses ont été menées en 2018? Écoutez, moi je ne suis pas un leader politique, je suis simplement un technicien qui apporte son expertise, qui accompagne un des leaders, un des nombreux leaders que nous avons. Ce que je dis, ce que je suggère pour cette élection-ci, parce que il y a un certain nombre d'erreurs de mon point de vue qui ont été commises en 2018 et qui ont été commises avant les élections d'avant également, il faudrait que nous puissions tirer les leçons de ces erreurs-là. Et la principale erreur, c'est que nous n'écoutons pas suffisamment, à mon avis, ce que recherchent les Camerounais. Je pense qu'on devrait aller dans ce sens-là, écouter ce que recherchent les Camerounais. Les Camerounais aujourd'hui, il y a un chiffre important en 2018, Fifi, c'est qu'on a eu près de 46% d'abstention, c'est-à-dire que près de 3 millions de personnes, donc approximativement la moitié des gens qui sont allés inscrits ne sont pas allés voter. Alors pourquoi ces gens-là ne sont pas allés voter? Eh bien, ces gens-là, c'était pas les candidats du RDP, les votants du RDPC. S'ils étaient les votants du RDPC, ils auraient voté pour le président Biya. Donc s'ils n'ont pas voté, ça veut dire que c'était les candidats de l'opposition. Pourquoi n'ont-ils pas voté? Je suppose que c'est parce que les différents leaders de l'opposition qui étaient engagés à cette élection n'ont pas apporté des réponses satisfaisantes aux aspirations qui étaient celles de ces personnes-là. Donc le travail qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est d'essayer de savoir qui sont ces gens-là. Peut-être aussi elles étaient, je vous coupe pas, acquises peut-être à la cause du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Oui, mais le mouvement pour la renaissance du Cameroun était engagé. Ça veut dire que si ces gens-là étaient leurs militants, ils auraient dû voter pour le MRC qui était engagé à cette candidature et que d'ailleurs nous, avec Akeremouna, on a soutenu, on s'est allié à eux en 2018. Donc je pense que si ces gens-là n'ont pas voté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut trouver ce qui ne va pas, faire en sorte que ces gens-là puissent cette fois-ci aller véritablement voter et faire le bon choix. Et je pense que ça veut dire qu'ils ont des attentes qui n'ont pas été satisfaites dans le discours et dans les différents programmes des différents candidats. C'est ça qu'il faut réussir à corriger.
Est-ce que vous avez l'impression que cet élément a été pris en compte par ces différents leaders de partis politiques qui ont pris part à ces élections par rapport aux propositions qui sont faites depuis lors jusqu'à ce jour, rendues à moins un an, à pratiquement un an de la prochaine élection présidentielle? Est-ce que vous avez l'impression que les actions qui sont menées par ces leaders vont dans le sens justement de montrer aux Camerounais que désormais nous comprenons ce dont nous avons besoin et nous sommes prêts à vous apporter des réponses à vos préoccupations? Moi, en tout cas, je ne peux pas parler pour les autres leaders. Je ne peux parler que pour celui que j'accompagne, qui est le bâtonnier Akerim Mouna. Je pense qu'on a pris effectivement conscience aujourd'hui qu'il faut adresser prioritairement les préoccupations des Camerounais. Et les préoccupations des Camerounais, dans un premier temps, avant d'arriver au programme, aux professions de foi, à ce qu'on va faire et tout ça, la première préoccupation qu'ont les Camerounais aujourd'hui, quand je lis dans les réseaux sociaux, quand je discute avec les gens dans la rue, leur première préoccupation, c'est de voir l'opposition ensemble. C'était déjà le cas en 2018. Nous, on avait entendu ce cri, on l'entend encore aujourd'hui, où les gens ont l'impression que si vous n'y allez pas ensemble, ça veut dire que vous êtes tous des blagueurs et des farceurs. Et c'est la raison pour laquelle la première mission que se donne Akerim Mouna dès qu'il a été investi par le Parti Univers, et je vous signale que le Parti Univers porte avec lui une coalition qui est composée d'une quinzaine de partis politiques et d'une dizaine d'organisations de la société civile, sans compter des personnalités politiques indépendantes et de la société civile aujourd'hui qui font partie de cette coalition-là. L'une des missions qui lui a été confiée, c'est d'aller à la rencontre de tous les leaders, je dis bien tous. Même ceux qui font partie de la majorité présidentielle. Et pourquoi pas aller discuter avec quelques personnalités fortes du RDPC? Parce que je pense que il faut pas penser que le RDPC c'est une poubelle et que tous ceux qui sont là sont des pestiférés qu'il faudra jeter. Il y a des gens dans le RDPC qui se soumettent à la discipline du parti, certes, mais qui sont des gens qui pensent que on peut partir sur de nouvelles bases, sur la refondation sur laquelle nous travaillons. Donc, il faudra aller discuter avec ces personnes également. Donc, je pense que aujourd'hui, si nous parlons de refondation, la refondation doit concerner tous les Camerounais sans exclusive. C'est une démarche inclusive et c'est cette mission-là que la coalition qui porte le bâtonnier Akerim Mouna lui a confiée. On lui a dit, va rencontrer tous les leaders, va discuter avec tous les leaders pour qu'on ressorte de là avec un large consensus qui va s'étendre, pas seulement pour la présidentielle, qui ne s'arrête pas à la présidentielle, mais qui va s'étendre également dans la forme de gouvernance, qui va s'étendre également dans les prochaines législatives, c'est-à-dire que les constitutions du Sénat et de l'Assemblée nationale en 2026. Donc, c'est une coalition qui doit réfléchir de manière prospective pour aller adresser véritablement les problèmes et les préoccupations des citoyens camerounais. Une coalition différente de l'Alliance pour la transition politique ou alors différente de l'Alliance politique pour le changement, c'est une autre coalition? Non, moi je ne veux pas parler de différence, parce que les différences ne m'intéressent pas. Parce qu'on a l'impression, si je ne me trompe pas, que Maître Akerim Mouna était aux côtés de l'ATP, était aux côtés de l'ATP, et puis il y a eu un désistement, et on a envie de comprendre pourquoi est-ce que ce désistement est arrivé. Je vous l'ai dit dès le début, on a des divergences d'un point de vue stratégique et opérationnel. Je me réjouis du fait qu'on soit tous dans la même lancée, celle de former une coalition. Et le fait que le bâtonnier Akerim Mouna et puis il n'était pas seul, c'est-à-dire que le professeur Koumvondo, qu'il a investi avec le Parti Univers, était ou alors est de l'ATP, le secrétaire général Balaguet Nkol du RDPC est de l'ATP. Il y a une bonne brochette des partis politiques qui sont dans cette coalition-là, qui viennent de l'ATP. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, Univers ait investi le bâtonnier Akerim Mouna n'a pas fermé la négociation et la discussion avec l'ATP. Au contraire, plus que jamais, nous devons pouvoir trouver le moyen de converger dans le même sens. Donc, pourquoi ne pas donc y rester s'il est question de converger dans le même sens? Parce que d'un point de vue, je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, l'une des erreurs qu'on a commises en 2018, c'est qu'on s'est lancé dans la campagne tard. Moi, j'entends les gens aujourd'hui, on est à 12 mois de l'élection présidentielle, vous dire, vous y êtes allé tôt. Nous, on avait l'impression que au sein de l'ATP, on n'était pas dans le bon timing. On était encore dans des discussions de définition des concepts, on était encore dans plus de logistique, et on a vu que les leaders de l'ATP, pour qui j'ai beaucoup de respect au demeurant, ont commencé à nous parler de la constitution de l'organisation des primaires, et on ne sait pas comment est-ce qu'on va organiser ça, qui sera ouvertes, donc, qui sont programmées très prochainement. Ça semblait aux autres leaders un peu beaucoup théorique, alors qu'on entendait déjà les Camerounais nous disent, mais écoutez, rentrez en ordre de bataille. Donc
on s'est dit, ok, on prend un peu les devants et on espère que on va réussir à convaincre les autres de revenir dans cette dynamique-là et qu'on soit beaucoup plus concret et beaucoup plus pragmatique. Donc ce n'est que des divergences d'ordre opérationnel, mais je pense que l'objectif de la coalition, elle va fatalement finir par se faire. Oui, c'est vrai que les Camerounais semblent un tout petit peu perdus dans ces différentes coalitions qui... Non, je pense qu'il ne faut pas être perdu. Ce qu'il faut retenir, c'est que moi je dis, je viens toujours voir dans ce genre de choses. Parce que finalement, qui constituera les différentes coalitions? On en a qui sont... Je peux vous dire que moi, je suis très optimiste quant au fait que ces différentes coalitions que vous nommez vont finir par trouver un point, vont arriver à un carrefour où elles vont se rejoindre. Oui. J'en suis fortement convaincu parce que je crois en la force du dialogue et je pense que quand les gens décident de discuter, ils finissent par trouver un consensus et c'est ce que nous recherchons. Et Akérémouna est engagé pour le dialogue, le parti Univers qu'il a investi est engagé pour le dialogue, toute la coalition qui est derrière le parti Univers est engagée pour le dialogue et je pense qu'on ne peut pas dialoguer sans que quelque chose de consensuel ne ressorte. Vous écoutez Abeka Radio, nous recevons dans le cadre de cette émission Abeka Matin Paul Maël qui est communicant politique. Pour la suite de notre entretien, Pascal Mesanga Nyamding, leader du mouvement des biaïstes et acteur avéré de la scène politique, a déclaré au cours d'une émission débat diffusée sur Vision 4 le dimanche 13 octobre 2024 que, je cite, si Cabral Libi, Maurice Kamto, Madame Damjoya, Akérémouna, Joshua aussi et Olivier Billet se mettent ensemble, nous sommes battus, mais ils ne le feront pas. Il a dit de façon péremptoire. A-t-il de votre point de vue des raisons de le penser? J'en sais rien. Peut-être c'est à lui qu'il faudrait demander. Oui. Moi, je peux affirmer ici qu'ils le feront. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'éléments qui puissent le justifier, mais je suis convaincu à 100% qu'ils le feront. Peut-être pas tous, mais la majorité d'entre eux trouveront le moyen de se mettre ensemble. Du moment où les partis politiques d'opposition ont une soif du changement et que ces partis ont appris de leurs erreurs passées, vous pensez que cette présidentielle de 2025 sera finalement une présidentielle différente de toutes celles que le Cameroun a connues jusqu'ici? Non, Fifi, moi je n'aime pas trop quand on met en avant ce que les partis politiques et ce que les leaders de partis politiques font. Moi, j'essaye, mon engagement en politique, c'est d'essayer d'apporter ma modeste contribution parce que dans la posture qui était la mienne avant, celle de journaliste et d'analyste des faits de société, j'étais un gros critique et du système, donc par conséquent, je critiquais et le parti au pouvoir et les partis politiques d'opposition. Je me suis dit, il faut que j'apporte ma contribution. Ma contribution, c'est pour le peuple camerounais. C'est ce qui m'intéresse prioritairement. Donc aujourd'hui, il est important que ce qui soit le leitmotiv de tous les leaders et de toutes ces coalitions, ce soit la volonté des Camerounais. Et qu'est-ce que les Camerounais font aujourd'hui? Moi, quand j'écoute les Camerounais, on va dire que c'est parce que je travaille avec un candidat anglophone. J'entends la plupart des gens me disent, et pas seulement au Cameroun. J'étais récemment à l'étranger où quelqu'un m'a dit, écoutez, peut-être qu'il faudrait que vous pensiez à donner le pays à un anglophone. Donc j'entends les Camerounais aussi me dire que oui, les francophones sont là depuis 60 ans, essayons peut-être un anglophone. J'entends les Camerounais me dire il faut que l'opposition se mette ensemble si elle veut gagner. J'entends les Camerounais me dire... Donc aujourd'hui, je pense que l'élection qui va être... ne va pas beaucoup concerner les programmes. Parce que aujourd'hui, n'importe qui peut faire un programme ou une profession de foi sur le Cameroun. Les problèmes du Cameroun sont connus. Leur ampleur est connue. Les conséquences sont connues. Donc venir aujourd'hui dire ceci va mal, ceci est mauvais, ça n'intéresse plus personne. L'objectif aujourd'hui, c'est de dire aux Camerounais, voici la véritable alternative que nous vous proposons pour résoudre ces problèmes-là. Et c'est en cela que je pense que le bâtonnier Akérémouna a commencé à apporter, et la coalition qui le porte, il faut bien toujours le préciser, a commencé à apporter un certain nombre de solutions. C'est-à-dire à dire, premièrement, nous pensons qu'il faut un mandat unique, non renouvelable, pour que l'équipe qui va prendre le pouvoir en 2025 puisse, au cours de ce mandat-là, régler d'abord les problèmes qui sont prégnants avec en première ligne la crise anglophone qui plombe le pays depuis bientôt 8 ans sous nos yeux. On a perdu
près de 6000 Camerounais dans ce conflit-là, civil et militaire. Oui. C'est inacceptable. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut trouver une solution pour régler cette crise-là. Ça, c'est la première chose. Il faut un certain nombre de réformes institutionnelles et structurelles qui permettent qu'on parte sur de bases nouvelles. Et donc, on pense qu'il faut que l'équipe qui va prendre le pouvoir puisse gérer ces affaires-là et organiser maintenant des élections auxquelles ils ne prendront pas part. Ça fait que nous pouvons avoir la garantie, si le prochain président n'est pas candidat aux élections, qu'il organisera des élections libres et transparentes qui nous permettront donc de rentrer véritablement dans la Deuxième République. Parce que nous pensons que la République actuelle est la continuité de la République qui a acquis l'indépendance dans les années 60. Le même Pascal Charlemagne Messanga-Nyamding a cité 12 noms de personnes qui pourraient candidater pour la prochaine élection présidentielle de 2025. Et ces personnes pourraient être imbattables au cas où le président de la République actuelle ne se présentait pas. Il a cité entre autres Yann Filémon, Célestine Ketcha-Cortez, c'est la seule femme d'ailleurs, lui Paul Motazé, Franck Biya, Samuel Vondo-Ayolo, Ferdinand Gongo, Benjamin Amama, Laurent Esso, Dion Gouté, et Bello Bouba Maïgari, René Emmanuel Sadi, en tête. Il a bien précisé qu'ils sont quelques noms déjà transmis par ses soins auprès de certains groupes camerounais et africains de la diaspora. Paul Mayel, c'est un casting qui vous suggère d'avoir bon espoir parce qu'il faut le dire, vous l'avez souligné, que tout n'est pas que mauvais dans le système en place. Il y en a qui peuvent se démarquer. Et qui sont aux affaires actuellement? Alors moi je vois que c'est un casting purement RDPC, donc nous on a fait le choix de ne pas commenter ce qui se passe chez les autres, oui. De se concentrer sur ce que nous avons à faire et de ce que nous avons à proposer aux Camerounais. Ce que je veux dire par contre, ce que ça me suggère, c'est que je ne suis pas pour, je n'ai jamais été pour la conception messianique des dirigeants. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que le président de la République, on dit qu'il est malade, on dit qu'il est dans un état critique, et on semble faire comme si la vie et le destin du président sont liés à la vie et au destin de la République. C'est deux entités totalement différentes. La République sera toujours là. Est-ce qu'on pourrait faire sans le président de la République quand même? Mais oui. Comment ça? Comment réussir à le faire? Comment réussir à le faire? Le président est un humain. La vie d'un homme n'est pas, la vie de la nation ne dépend pas de la vie d'un homme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi fondamentale, qui est la Constitution, prévoit que le président ne peut ne pas être là, soit parce qu'il a démissionné, soit parce qu'il est décédé, soit parce qu'il a un empêchement permanent et qu'il y a des mécanismes de succession. Non. Il faut sortir de cette divination du pouvoir. Je pense qu'il y a 30 millions de Camerounais, il y a au moins 20 millions de Camerounais qui peuvent diriger le pays. Diriger un pays, c'est quoi? C'est savoir s'entourer, c'est faire des bons choix stratégiques, c'est avoir une vision. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pourraient le faire. Ne faisons pas comme si diriger un pays, il faut sortir de la cuisse de Jupiter. On voit ailleurs des gens qui ont moins de 40 ans qui dirigent le pays. On voit des choses extraordinaires. Donc, ce n'est qu'au Cameroun qu'on veut nous donner l'impression que le président de la République, c'est un extraterrestre. Pour être président de la République, il faut être quelqu'un d'exceptionnel. C'est complètement faux. Le président de la République, c'est quelqu'un à qui le peuple donne mandat. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que dans une république démocratique comme nous le sommes, la souveraineté appartient au peuple. C'est-à-dire que à vous, Fifi, à moi, c'est pas au président de la République. Et donc, le peuple donne mandat à quelqu'un pour conduire les affaires de l'État. Et le peuple a la possibilité. Ailleurs, il y a des mandats de défiance où on peut faire tomber le président. Le peuple a la possibilité de dire non, la mission que nous t'avons confiée, tu as échoué. Nous ne faisons pas comme si il y a eu un président avant le président Biya. Oui. Il y a eu le président Amadou Ahidjo, qui un jour a démissionné. Moi, je me souviens, tout le monde était paniqué. On se disait, il va y avoir la guerre, le pays va sombrer. Non, le lendemain, les gens sont allés au travail normalement. Les gens ont continué à dormir, à boire de la bière, à vivre. La vie a continué. Aujourd'hui, on a oublié. Le président Biya est là. Il fera le temps qu'il fera. Et un jour, il partira et un autre président prendra les rênes du pays. Que pensez-vous de ces prières œcuméniques qui sont demandées pour la paix au Cameroun? Vous savez, les prières n'ont jamais amené la paix nulle part. Il faut qu'on arrête à un moment donné d'embêter le bon Dieu, j'ai envie de dire. Ce n'est la solution à aucun problème, la prière. Il faut arrêter ça. Je vous prends juste un exemple. Nous sommes ici, nous prions le Dieu d'Israël. Israël se protège avec des missiles et des bombes nucléaires. Ils sont actuellement en train de se battre sur le front. Si la prière, nous quand on prie, on dit le Dieu d'Israël. On prie le Dieu d'Israël. Mais eux,
ils ont un armement solide, ils ont une formation militaire solide pour se défendre, parce que c'est pour dire que Dieu là, ça règle pas le problème. Quand on a un problème, Fifi, il faut avoir le courage d'aller le régler. Ce serait quoi le problème actuellement? La solution à quel problème? Il y a plein de problèmes aujourd'hui au Cameroun. Oui. Je vous ai dit que pour moi et pour nous, l'un des plus importants problèmes aujourd'hui, c'est à régler, c'est la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui est en train de partitionner d'une certaine manière le pays. Aujourd'hui, par exemple, si vous allez dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est ghost town partout. Les enfants ne vont pas à l'école, les gens ne vont pas travailler, tout le monde reste à la maison. C'est productif pour personne. Il y a des entreprises dans ces régions-là qui ont fermé, il y a des gens qui se sont déplacés, qui sont partis de là, il y a des gens qui n'ont pas mis le pied dans leur village, même pour enterrer un des leurs depuis 4, 5, 6 ans. C'est totalement inacceptable dans une république. Ajoutez à ça, comme je le mentionnais tout à l'heure, des morts à n'en plus savoir quoi faire. Des morts, on a perdu. Moi, j'ai près d'une vingtaine d'amis qui étaient des officiers et brillants dans l'armée qui ont perdu la vie dans ce conflit-là. Je ne parle pas des familles de ces régions qui ont perdu les leurs. Il y a des victimes collatérales totalement innocentes où vous êtes des gens sont assis dans un bar, un groupe armé arrive, arrose tout le monde et vous avez 3 ou 4 victimes. On peut pas vivre comme ça. Ça peut pas être productif pour le développement d'une nation, pour un pays qui se veut émergent, parce que ça n'attire pas les investisseurs. Parce que aujourd'hui, le Cameroun est étiqueté comme étant un pays qui a son un conflit. Il faut travailler à le résoudre. Travailler à le résoudre, c'est fait. Tous les conflits du monde, pour qu'ils s'arrêtent, les gens s'asseyent, discutent et décident de mettre un terme au conflit. La prière ne va pas arrêter ça. Donc, il faut arrêter les choses qui distraient ou alors des gens veulent se faire remarquer, il faut partir sur des choses concrètes. Quand on veut régler un problème, on le pose sur la table et on trouve des solutions concrètes. Pour sortir de cette question sur l'élection présidentielle de 2025, qu'est-ce que vous souhaitez voir comme innovation en 2025 pendant les prochaines élections? Alors, pendant les prochaines élections, d'abord, je voudrais dire qu'il faut que les Camerounais continuent à partir du 2 janvier prochain d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Il faut qu'on sorte de la théorie qui veut que non, les élections c'est plié d'avance, d'abord même ça ne sert à rien. Non, ça sert, c'est votre voix, elle compte. Et chacune des voix va compter en 2025. Donc, il faut que les Camerounais aillent s'inscrire. Et je l'ai dit... Vous le dites avec assurance, qu'est-ce qui va changer en 2025? Mais il va changer qu'aujourd'hui, moi, je discute avec des Camerounais. J'ai fait récemment une semaine dans le Nord Cameroun où j'ai discuté avec des Camerounais qui sont là-bas, des gens qu'on pourrait penser comme étant illettrés, parce que je suis allé rencontrer des gens ordinaires, des gens qui vendent dans la rue, qui vendent dans les marchés, et ces gens-là ont un besoin précis, ils ont besoin de changement, mais ils n'ont pas besoin de changement pour changement. Ils disent il faut un changement qui soit concret, qui apporte des réponses concrètes aux besoins des Camerounais, et c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Et je pense que je n'ai jamais été pour les logiques insurrectionnelles, les histoires de révolution, aller dans la rue, casser, prendre le pouvoir par la force, par les armes, par l'armée. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on est en train de construire. Il faut qu'on arrête les choses qui nous ramèneront 60 ans à l'arrière, à l'époque de la barbarie. Il faut qu'on aille aux urnes et qu'on démontre que c'est nous le peuple qui décidons. Et pour le démontrer, c'est avoir sa carte électorale, c'est aller voter et porter le choix sur le candidat si on veut le changement. Est-ce que les électeurs camerounais sont formés sur le contrôle même de leur vote, parce que c'est un élément qui compte pendant une élection? Écoutez, moi, je suis toujours mal à l'aise quand j'entends, et nous les journalistes, et d'autres personnes dans la rue qui se disent, ça chante, traiter les Camerounais comme s'ils étaient des enfants et qu'ils ne savaient pas ce qu'ils avaient à faire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai été pendant 22 ans journaliste de terrain. Oui. J'ai rencontré des Camerounais de tous bords, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Je peux vous dire que les Camerounais sont l'un des peuples africains les plus matures, qui sait exactement ce qu'il veut. Donc, les infantiliser en disant est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils savent comment? Non, les Camerounais savent très bien ce qu'ils veulent, ils savent très bien ce qu'il faut faire, et je peux vous assurer avec beaucoup de certitude qu'en 2025, les Camerounais feront ce qu'il faut. Oui. On sort de notre entretien avec l'affaire Glencore. Les débats s'ouvrent en juin 2027, soit dans 2 ans environ, selon l'annonce faite à l'issue de l'audience de mise en état tenue le 9 octobre 2024 à la Southwark Crown Court de Londres au Royaume-Uni. De quoi se concentrer sur la plainte déposée le 6 novembre 2023 par l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, Adolphe Moudiki, au tribunal criminel spécial qui attend toujours d'ouvrir les auditions. Est-ce qu'on peut avoir bon espoir que ces audiences s'ouvrent d'ici quelques jours dans d'autres pays, en attendant les débats qui devront s'ouvrir du côté de Londres en 2027?
C'est ce que nous souhaitons en tout cas. C'est ce que nous souhaitons. Il est important aujourd'hui et je peux vous dire l'autre chose, c'est que Fifi, le principal problème qu'on a dans ce pays, j'ai même envie de dire l'unique problème qu'on a dans ce pays, c'est la corruption. Je vous assure. Quel que soit le dysfonctionnement que vous prenez dans cette nation, il y a un lien avec la corruption. Je vais d'ailleurs vous prendre un exemple. La crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest dont nous parlons. Pourquoi elle perdure? Elle perdure parce qu'il y a des gens qui ont profité, comme on dit de manière triviale, excusez-moi de dire ça à la radio, comme on dit, qui ont profité du torrent, de la pluie pour chier dans le torrent. Donc il y a des gens qui ont des milices, il y a des gens qui ont des groupes armés, il y a des trafics de toutes sortes qui se sont installés autour de ce conflit. Donc il y a les gens qui sont censés lutter pour que le conflit s'arrête, qui aujourd'hui se battent pour qu'il se poursuive et qu'il continue. Donc la corruption, c'est la première chose que nous devons attaquer avec la dernière énergie. Et pour le cas de Glencore ici, un groupe de personnes s'est approprié des centaines de millions de dollars pour vendre le pétrole, qui est l'une des principales ressources financières du pays, à des prix totalement dérisoires. C'est inacceptable. Il y a ce cas-là, il y a d'autres cas. Donc il faut ici que des investigations conduisent aux coupables et que les coupables soient sévèrement châtiés. Maintenant, si vous me demandez pourquoi ça prend du temps, pourquoi ça traîne, effectivement, parce que selon ce qu'il se dit, il y aurait dans cette affaire des personnalités haut placées qui seraient impliqués, parmi lesquels un certain nombre de collaborateurs plus ou moins proches du chef de l'État. Donc forcément, pour attaquer ces gens-là, pour aller les questionner, pour aller les interroger, pour les auditionner, il faut avoir au préalable l'autorisation du président de la République. Peut-être que c'est pour ça que ça traîne. Mais nous souhaitons vivement que l'ADG maintienne la pression et que ces personnes-là soient identifiées et soit traduit devant les juridictions et payé et sanctionné conformément aux lois et règlements en vigueur. Oui, c'est vrai que la plainte a été déposée depuis le 6 novembre 2023 du côté du tribunal criminel spécial et comme on le voit et ça continue à durer l'ouverture des débats, ne peut-on pas craindre qu'avec le temps que prendra la Southwark Crown Court de Londres pour ouvrir les débats, que cette affaire entre carrément dans les oubliettes? Parce qu'au Cameroun, on n'est pas en train de faire le pas qu'il faut. Du côté de Londres, on renvoie dans 2 ans. C'est quoi en fait? Elle rentrera pas dans les oubliettes. Alors nous parlons de la période. N'oubliez pas, la période incriminée pour cette affaire, pour l'affaire Glencore, c'est la période allant de 2012 à 2015. Donc ça fait combien de temps? Ça fait plus de 10 ans déjà. Donc on aurait pu penser que ça, mais ça veut dire que c'est plus de 10 ans plus tard qu'on est aujourd'hui à l'ouverture des débats. Donc attendre 2 ans pour l'ouverture du procès à Londres, pour moi c'est pas long. C'est pour mieux bétonner les dossiers, pour que les personnes soient mieux incriminées, même si on pense que on pourrait rentrer sous embargo au niveau des noms des personnes à partir de 2025. Mais je pense que j'ai fort espoir que cette plainte déposée par monsieur Adolphe Modi, qui au demeurant, il faut le préciser, est un administrateur, est un magistrat chevronné, donc qui connaît très bien les rouages de la justice, s'il ne s'en plaint pas, s'il continue à faire confiance à la justice, je pense qu'on peut tous faire confiance à la justice camerounaise et penser que ces personnes qui sont incriminées dans ce dossier-là ne s'en sortiront pas aussi simplement. Surtout que Maître Akerimona veille au grand. Oui, mais Maître Akerimona veille au grain, mais aujourd'hui, on se rend compte que il est plus seul à veiller. Il y a beaucoup de Camerounais qui veille avec lui, même si au départ, les gens ont commencé à dire, mais qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ceci. On se réjouit aujourd'hui que les Camerounais aient pris conscience que c'est une affaire qui est simple. Pourquoi, je vais vous dire, il y a quelque chose d'important, Fifi, que les Camerounais doivent comprendre. On traite ici avec beaucoup de légèreté et de simplicité les affaires de détournement et de corruption parce que les gens se disent, bon, c'est pas mon argent. Non. Quand quelqu'un détourne de l'argent... Alors on nous habitue à détourner des milliards. On parle de 7 milliards de francs CFA. Oui, non, là c'est la version officielle, normalement, sur ce dossier. Ça va au-delà des 7 milliards qu'on nous présente? Oui, ça va beaucoup plus. On est dans les 70-80 milliards de francs. Donc, les Camerounais doivent se dire, cet argent-là, c'est mon argent qu'on a pris. C'est l'argent qui aurait permis que je me soigne mieux. C'est l'argent qui aurait permis que j'envoie mes enfants dans les meilleures écoles. C'est l'argent qui aurait permis que nous ayons des routes. Regardez les routes dans lesquelles nous circulons. Regardez la route qui relie les 2 principales villes du Cameroun, qu'est Douala et Yaoundé. Regardez dans quel état est le chemin qui mène à l'aéroport. Dès que vous sortez de l'aéroport, vous tombez dans un nid de poule. Vous êtes dans une ruelle qui n'est pas éclairée. Ce n'est pas logique. C'est l'argent qui aurait pu permettre que nous ayons des conditions de vie meilleures. C'est cet argent-là que certains prennent, mettent dans leur poche
gauche, envoient leurs enfants faire des études, vont se soigner en France, envoient leurs femmes et leurs maîtresses faire les courses sur les Champs-Élysées. On ne peut plus continuer à accepter ça. Merci Paul Mayer d'avoir répondu à nos questions sur ABK Matin. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est le mien. ABK Matin, encore et toujours des invités de qualité.